gouvernement du Burkina Faso a démissionné vendredi, confronté à des menaces terroristes et à une fronde sociale croissante. L'information a été rendue publique par un communiqué de la présidence. Après la mise en cause par l'Union africaine du résultat de l'élection présidentielle en RDC, les réactions se multiplient. L'opposant candidat Martin Fayulu a tenu une conférence de presse. Ses propos assurent dans ce journal. Enfin, enterrement ce vendredi du journaliste d'investigation ghanéen Ahmed Hussein. Il avait participé à une vaste enquête sur la corruption dans le foot africain et a été assassiné mercredi soir. Voilà pour les titres de cette édition. À toutes et à tous, bonjour et bienvenue. On ouvre ce journal par des nouvelles du Burkina Faso, confronté à des menaces terroristes et à une fronde sociale croissante. Le gouvernement a démissionné ce vendredi. L'information a été rendue publique par un communiqué de la présidence du Faso. Les précisions à travers cet élément. Aucune explication n'a été donnée par le communiqué de la présidence selon lequel le Premier ministre Paul Kaba-Thiéba a présenté dans l'après-midi sa démission ainsi que celle de son gouvernement. Le président du Faso l'a accepté et a exprimé toute sa reconnaissance au Premier ministre et à l'ensemble de ses ministres pour leur engagement au service de la nation, ajoute le texte. Économiste inconnu du grand public, Paul Kaba-Thiéba était devenu en janvier 2016 le Premier ministre du président Kaboré, nouvellement élu. Son profil correspondait à la priorité aux questions économiques et sociales données par le président Kaboré lors de sa campagne électorale dans ce pays sahélien pauvre de 18 millions d'habitants qui connaît un chômage massif, notamment parmi les jeunes qui représentent près de 3/4 de la population. Mais la question sécuritaire a rapidement pris de l'ampleur, avec la première attaque djihadiste à Ouagadougou qui a fait 30 morts une semaine après sa nomination. Les attaques avaient commencé dans le nord du pays début 2015, puis se sont étendues en 4 ans à une large partie du territoire, devenant de plus en plus fréquentes et meurtrières. Les djihadistes ont perpétré aussi plusieurs prises d'otages. Les forces de sécurité burkinabè semblent impuissantes à enrayer ces violences. Kaba-Thiéba avait cependant été reconduit 2 fois à la tête du gouvernement après des précédents remaniements. Selon des sources proches de la présidence, cette démission fait suite à la volonté du président Kaboré de donner un nouveau souffle à l'action du gouvernement, confronté aussi à une fronde sociale avec des mouvements d'humeur récurrents dans les différents services publics. Une décision sans précédent de l'Union africaine a mis en cause le résultat de l'élection présidentielle en République démocratique du Congo. Cette position qui a braqué le gouvernement congolais et le vainqueur proclamé et contesté, l'opposant Félix Tshisekedi, continue d'alimenter des réactions. Le candidat de l'opposition Martin Fayulu a tenu une conférence de presse. Suivons un extrait de ses propos. Dans le cadre de l'Union africaine, ayant constaté des sérieux doutes sur la conformité des résultats publiés par la CENI, préoccupé par la crise électorale dans notre pays et animé par les soucis de justice, de paix et de stabilité, aussi bien de la RDC que de la région, Lamuka salue la venue à Kinshasa dans les tout prochains jours d'une délégation de haut niveau de l'Union africaine en vue de prendre contact avec toutes les parties prenantes. Lamuka et moi-même, nous vous assurons que nous sommes très ouverts et disposés à contribuer activement à la recherche dans la vérité des solutions à cette crise inutile. Dès lors que la vérité des urnes aura été rétablie, la coalition Lamuka reste disposée à travailler pour la reconstruction du pays, sans règlement des comptes, ni discrimination tribale ou ethnique, ni chasse à l'homme, et dans un esprit de réconciliation nationale. Au Zimbabwe, le gouvernement ne faiblit pas face à la fronde provoquée par l'augmentation des prix des carburants. Considéré comme un outil d'incitation à la violence, l'Internet a de nouveau été coupé dans le pays vendredi. Mardi déjà, Internet avait été bloqué avant d'être rétabli partiellement mercredi soir.
La connexion Internet a de nouveau été coupée vendredi au Zimbabwe. Dans un lent texto envoyé à ses clients, le principal opérateur téléphonique du pays, Econet, a expliqué avoir reçu ordre de bloquer totalement l'accès à Internet jusqu'à nouvel ordre. Cette coupure intervient alors que la vie reprenait ses droits vendredi, après plusieurs jours de paralysie causée par une grève générale, des manifestations violentes et une répression brutale du régime. Ce qui fait dire au mouvement pour le changement démocratique, principal parti d'opposition, que le duo composé par le président Emmerson Mnangagwa et son vice-président Constantin Chiwenga, général à la retraite, planifie d'autres violations des droits de l'homme en profitant de la coupure des communications. Tout a commencé lundi où la population a laissé éclater sa colère après l'annonce du doublement des prix du carburant. Lors des violences qui ont suivi, 3 personnes ont été tuées selon la police. Mais les ONG de défense des droits de l'homme avancent un bilan plus élevé, allant jusqu'à 16 morts. On parle aussi de nombreux passages à tabac et d'arrestations arbitraires. Dans la foulée, le gouvernement a bloqué mardi l'accès à Internet avant de le rétablir partiellement mercredi soir. Mais ce vendredi, la connexion a de nouveau été interrompue, obligeant l'opérateur Econet à présenter ses excuses aux abonnés pour les désagréments causés par les décisions sur lesquelles il n'a aucun contrôle, tout en précisant avoir saisi la justice. Cette justice devra aussi trancher le cas du pasteur contestataire Evan Mawarire, arrêté mercredi et poursuivi pour incitation à la violence via les réseaux sociaux et pour subversion. Il encourt jusqu'à 20 ans de prison. Le porte-parole de la police soudanaise a affirmé ce vendredi qu'aucune balle réelle n'a été utilisée par la police lors de manifestations anti-gouvernementales la veille à Khartoum, une sortie qui intervient alors que les manifestants ne décolèrent pas. Des centaines de personnes sont encore descendues dans les rues du pays après l'enterrement de personnes tuées lors d'une précédente mobilisation. 2 personnes sont mortes des suites de leurs blessures dans les événements d'hier. Les médias et les chaînes d'information disent encore qu'il y a eu 3 morts, mais il n'y a eu que 2 morts. Et maintenant, les preuves concluantes montrent que le nombre de morts est de 2. La police soudanaise a affirmé vendredi que 2 personnes seulement étaient décédées lors de manifestations anti-gouvernementales la veille à Khartoum, des organisateurs du mouvement de contestation ayant auparavant fait état de 3 morts. Cette info, selon laquelle 3 personnes ont été tuées lors des manifestations de jeudi, n'a aucune base et n'est pas fondée. L'annonce de la mort d'un garçon de 14 ans n'est pas fondée. Il y a eu des rassemblements avec très peu de participants dans plusieurs régions. Ces rassemblements sont illégaux, c'est pourquoi la police les a dispersés conformément à la loi en utilisant des gaz lacrymogènes sans faire de victimes ni même de pertes dans des propriétés privées ou publiques. 4 semaines après le début d'un mouvement de contestation populaire au Soudan, des centaines de personnes ont manifesté vendredi dans la capitale Khartoum lors de funérailles de manifestants. Avant de se rendre au cimetière, certaines personnes ont attaqué un véhicule de police proche d'après des témoins. Lors d'un autre rassemblement à Omdurman, la ville jumelle de Khartoum, des fidèles musulmans ont scandé « Liberté ». Paix, justice, dans une mosquée où ils s'étaient rendus pour la prière du vendredi. Dans un communiqué, Amnesty International a appelé vendredi Khartoum à mettre fin à la répression meurtrière des manifestations après avoir accusé les forces de sécurité de tirer des gaz lacrymogènes et des balles réelles à l'intérieur d'hôpitaux. Le président Omar al-Béchir a lui imputé les violences à des conspirateurs sans toutefois les nommer. Récente attaque terroriste dans un complexe hôtelier de la capitale kenyane. 5 suspects, dont un citoyen canadien, comparaissent devant un tribunal kényan. Plus de précisions à travers ces images. Les 5 hommes ayant perpétré l'attentat de Nairobi, revendiqué par les chebabs somaliens contre un complexe qui rassemble un hôtel, des restaurants et des bureaux, sont morts dans l'opération. 5 suspects ayant comparu vendredi sont soupçonnés de les avoir aidés. Ils font l'objet d'une enquête pour conspiration en vue de commettre un acte terroriste et appartenance à un groupe terroriste. À la demande des enquêteurs, le tribunal a prolongé de 30 jours
la détention provisoire de 5 d'entre eux et jusqu'à mercredi prochain, celle d'une 6e personne, le temps d'approfondir l'enquête. Joël Nganga, chauffeur de taxi, aurait transporté un des assaillants à plusieurs reprises. Olivier Kanyangomouti, également chauffeur de taxi, aurait transporté un des assaillants au complexe attaqué. La seule femme du groupe, Gladys Kari Justus, aurait facilité une transaction suspecte via un système de transfert d'argent très populaire au Kenya, M-Pesa. Quant à Gouleid Abdi Hakim, qui possède la nationalité canadienne, il a été arrêté pour des communications téléphoniques suspectes, tandis que Osman Ibrahim aurait rencontré un des assaillants le 8 janvier. La 6e personne, Hussein Mohamed, a été en contact avec des islamistes d'après l'analyse de son téléphone portable. Mercredi et jeudi, des sources policières avaient annoncé l'arrestation de 11 suspects au total. Les Chebabs, affiliés à Al-Qaïda, ont indiqué avoir agi en représailles au transfert de l'ambassade des États-Unis à Jérusalem, selon le Centre américain de surveillance des sites internet djihadistes, SITE. Mesdames et messieurs, cette édition se poursuit. Les juges de la Cour pénale internationale ont tranché, acquitté mardi d'accusations de crimes contre l'humanité. L'ancien président ivoirien, Laurent Gbagbo, sera maintenu en détention au moins jusqu'au 1er février. C'est aussi le cas de son ancien ministre, Charles Blé Goudé. À la majorité, les juges de la Chambre d'appel ont décidé que l'ancien président ivoirien et l'ex-chef du mouvement des jeunes patriotes de la Côte d'Ivoire resteront en détention. Ce, dans l'attente d'une décision sur l'appel introduit par le procureur contre leur mise en liberté immédiate. Basée à La Haye, la Cour a précisé que la Chambre d'appel a programmé une audience le 1er février 2019 pour entendre d'autres arguments sur cet appel. Après cette audience, les juges décideront soit de maintenir les 2 hommes en détention jusqu'à un éventuel procès en appel sur leur acquittement, soit de leur accorder une liberté conditionnelle ou inconditionnelle. Aucun détail n'a été donné sur la date de leur décision. Cette démarche distincte pourrait prendre des mois. La mise en liberté des 2 hommes a été suspendue mercredi soir suite à un appel de l'accusation. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé étaient accusés de 4 chefs de crimes contre l'humanité, meurtre, viol, persécution et autres actes inhumains pour lesquels ils ont toujours plaidé non coupables. Je l'annonçais en titre, a assassiné mercredi soir le journaliste d'investigation ghanéen Ahmed Hussein qui avait participé à une vaste enquête sur la corruption dont le foot africain a été enterré vendredi. Il a été célébré comme héros national. Ahmed Hussein, journaliste de 34 ans, a été abattu par balle par des hommes non identifiés alors qu'il rentrait chez lui en voiture à Accra. Un meurtre de sang-froid qui a déclenché une vague d'indignation dans le pays où la liberté de presse est habituellement acquise. Sa dépouille était enveloppée dans un drap blanc et ramenée dans une morgue du centre d'Accra jusqu'à dans une mosquée de la périphérie de Madina où les fidèles musulmans ont prié et demandé justice. Parmi eux se trouvait Anas Arouia Anas, journaliste d'investigation dont personne ne connaît le visage, fondateur de L'Œil du Tigre, un groupe de reporters qui ont révélé de nombreux scandales de corruption dans le pays d'Afrique de l'Ouest. Number 12, le dernier documentaire explosif sorti en juin 2018 et dans lequel le journaliste assassiné a joué un rôle clé, piégeait des dizaines d'arbitres ghanéens et du continent ainsi que plusieurs dirigeants de la fédération ghanéenne, dont son président, en leur proposant des pots de vin. Après le scandale, plus de 50 arbitres africains ont été suspendus par la Confédération africaine de football, CAF. Nous avons perdu un héros de la nation, a déclaré Afial Moni, président de l'Association des journalistes ghanéens. Le représentant spécial de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, Mohamed Ibn Chambas, a condamné vendredi dans un communiqué l'assassinat, exhortant les autorités à enquêter rapidement et à traduire les responsables en justice. Les assassinats de journalistes sont rares au Ghana, pays souvent salué pour son dynamisme démocratique, dans une région turbulente et classée 23e sur 180 pays dans l'indice mondial 2018 de la liberté de la presse établi par Reporters sans frontières. Et ce sera tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi.